Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres présidentiels en Côte d'Ivoire. Les électeurs sont attendus aux urnes samedi pour élire leur président. Les opposants au chef de l'État Alassane Ouattara continuent d'appeler au boycott du scrutin. Ouverture des consulats de Zambie et de l'Eswatini à l'Ayoun au Maroc. Il s'agit de la 7e représentation diplomatique inaugurée en moins d'un an dans cet espace disputé. À suivre également dans ce journal, Maurice et son plan de relance de son industrie touristique, un secteur durement touché par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Mais d'abord, la situation en Tanzanie où l'ensemble du scrutin est mis en cause. Tundu Lissu, le principal candidat de l'opposition à la présidentielle, rejette par avance les résultats des scrutins présidentiels et législatifs qui se sont tenus le 28 octobre. Il dénonce, je cite, une imposture totale. Tundu Lissu, principal adversaire du président sortant John Magufuli, qui brigue un second quinquennat. Le vote s'est déroulé dans un contexte tendu, vous le savez, après des violences survenues la veille à Zanzibar. L'opposition accuse les forces de l'ordre d'avoir tué une dizaine de manifestants qui protestaient contre des tentatives de fraude. Le premier tour de l'élection présidentielle prévu samedi 31 octobre aura-t-il lieu en Côte d'Ivoire? Cela fait en effet plusieurs semaines que l'opposition appelle à la désobéissance civile et à empêcher aussi la tenue de l'élection. Il s'agit pour cette opposition de dénoncer le troisième tour, le troisième mandat très controversé brigué par le président sortant Alassane Ouattara. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Montée de tension en Côte d'Ivoire à l'occasion de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. L'opposition boycotte le scrutin et appelle à la désobéissance civile. Le pouvoir fait preuve de fermeté pour la tenue du scrutin à bonne date. Une situation conflictuelle que certaines organisations de la société civile ont tenté de prévenir à travers une médiation. Que le dialogue soit celui que le président de la République devra prôner dans un consensus total avec son grand frère, le président Bédié, avec son frère, le président Gbagbo, avec ses frères et ses enfants et les autres membres des partis politiques, collègues, pour qu'on arrive à se comprendre définitivement et qu'on dise, bon, écoutez, maintenant je pense que c'est comme ça, ou bien qu'avant c'était comme ça, on ne s'est pas entendu, c'est possible d'aller de l'avant. Malgré la situation difficile, la société civile continue de prôner le dialogue pour faire baisser la tension et trouver un consensus politique. À vous les acteurs politiques, comme on l'avait déjà fait il y a 2 ans, encore une fois, regardez-vous dans le miroir, regardez si vous vous voyez, si vous vous écoutez, on va arriver à quelque chose. Tous les acteurs que nous avons, nous, visités, avaient un sentiment, celui qu'on pouvait encore s'asseoir, discuter et dialoguer. Ça, c'est déjà très, très important. En rappel, 4 candidats ont été retenus pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Cependant, seul le candidat indépendant Kwadjo Konan Bertin d'Ikakabe et le chef de l'État sortant Alassane Ouattara font campagne sur le terrain pour briguer les suffrages de 7,5 millions d'électeurs. Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, les candidats de l'opposition, boycottent le scrutin. Et l'ancien président Laurent Gbagbo a brisé le silence. Il s'est exprimé au sujet de cette élection dans une interview. Il se dit être en accord avec l'opposition ivoirienne, qu'il dit comprendre. Il a réaffirmé son rejet du 3e mandat du président Alassane Ouattara. Depuis 10 ans, tous les progrès en matière de démocratie sont en train de s'écrouler en Côte d'Ivoire, déplore Laurent Gbagbo. Fin des commémorations des 80 ans du manifeste de Brazzaville, le colloque qui a rassemblé dans la capitale congolaise plusieurs chefs d'État africains, s'est clôturé ce mercredi. Et dans le cadre de cet anniversaire, tous ont souligné la nécessité pour la France de faire place dans son histoire au rôle déterminant de l'Afrique dans sa libération au moment où il s'agit de la France, était aux prises avec l'Allemagne nazie. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzo.
Le colloque international sur les 80 ans de l'appel de Brazzaville du général Charles de Gaulle, prononcé le 27 octobre 1940, a été clôturé ce mercredi 28 octobre 2020 après 2 jours d'échanges entre historiens, chercheurs, muséologues, littéraires et même des élèves et étudiants. Le rendez-vous de l'évocation de la grande histoire, méconnue par certains ou occultée par d'autres, s'achève maintenant. À vous tous, participant à cette rencontre de la mémoire partagée, nous souhaitons bon retour dans vos lieux d'habitation habituels. Le comité scientifique mis en place à cet effet a recommandé à la France d'immortaliser l'effort des soldats de l'Afrique équatoriale française et Madagascar tombés pour libérer la France occupée par l'Allemagne nazie. Ce comité a aussi plaidé pour l'enseignement de cette histoire dans les écoles et universités d'Afrique. L'élévation in situ d'une stèle en la mémoire de tous les soldats de l'AEF et de Madagascar tombés sur les différents théâtres d'opérations militaires. Vulgariser l'enseignement de cette période mémoire partagée dans les établissements scolaires français. Contribuer aux frais de rédaction des ouvrages didactiques dans les ex-colonies. Le comité scientifique du colloque international sur l'appel de Brazzaville du général Charles de Gaulle a été constitué par des Africains, des Français, des Canadiens et d'historiens et chercheurs venus du monde. Ils ont été au centre des différents panels qui ont retenu l'attention de l'auditoire durant ces 2 jours. La Zambie et l'Eswatini ouvrent des consulats à l'Aïoun au Maroc. Des cérémonies présidées par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, se sont tenues ce 27 octobre. La Zambie et l'Eswatini, désormais présents dans le royaume, une présence diplomatique dans cette zone, objet d'un différend territorial qui oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario depuis 44 ans. Thierry Ndassa. Après la ville de Dakhla, le 23 octobre dernier, c'est ici, dans la ville de l'Aïoun, que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a présidé ce 27 octobre la cérémonie d'ouverture des consulats généraux du royaume d'Eswatini et de la République de Zambie. La ministre des Affaires étrangères d'Eswatini, Thulisile Lala, était à l'Aïoun pour l'ouverture du consulat de son royaume. La chef de la diplomatie d'Eswatini a tenu à remercier le Maroc pour son assistance financière et administrative, mais aussi pour son rôle jugé crucial dans la dynamique de la coopération africaine. Je tiens à réitérer notre satisfaction précédemment exprimée au sujet du retour du Maroc dans l'Union africaine. Nous partageons le même attachement au continent et pensons que le Maroc peut apporter une contribution à l'organisation et à l'Afrique dans son ensemble, et elle a déjà fait. La mise en place tant attendue de l'ambassade à Rabat et d'un consulat général ici à l'Aïoun marquera un tournant décisif dans le partenariat entre nos 2 pays. Après l'inauguration quelques jours plus tôt de son ambassade à Rabat, la Zambie a désormais un consulat général à l'Aïoun. Une suite logique selon le secrétaire général au ministère zambien des Affaires étrangères. C'est le Maroc qui a ouvert en premier une ambassade dans la capitale Lusaka pour entériner les relations d'amitié entre les 2 pays. These relations reached a high point when His Majesty the King Ces relations ont atteint un point culminant lorsque Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est rendu en Zambie en 2017. Son Excellence le président Lungu était très heureux de le recevoir à Lusaka. Au cours de cette visite, 19 accords ont été signés dans les domaines tels que l'énergie, les finances et l'agriculture. Les 2 chefs d'État ont convenu d'ouvrir une ambassade dans leurs capitales respectives. Je suis très heureux d'annoncer que le Maroc a été le premier et a ouvert une ambassade à Lusaka. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a annoncé l'octroi pour les 2 pays de plusieurs dizaines de bourses d'études qui assureront aux étudiants zambiens et d'Eswatini des formations dans de nombreux domaines. We decided during our bilateral meetings in Rabat that 15 scholarships. Nous avons décidé lors de notre rencontre bilatérale à Rabat que 15 bourses d'études pour Eswatini seront dédiées ici à l'Aïoun et 30 pour la Zambie. Cela créera une communauté d'étudiants qui matérialisera l'amitié entre nos pays. Ceci à marge des bourses d'études qui seront accordées pour d'autres régions du pays. 15 pays d'Afrique subsaharienne, répartis entre les sous-régions d'Afrique australe, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ont déjà ouvert leur consulat ici, dans la ville de l'Aïoun.
Le royaume marocain entend faire de cette partie de son territoire le symbole de la coopération et de l'intégration africaine. La crypto-monnaie interdite dans l'espace CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la commission de surveillance du marché financier a en effet récemment alerté quant à l'utilisation de cette monnaie encore très peu réglementée dans la sous-région. Nathalie Mouffe. Les activités liées à la crypto-monnaie désormais illégales en Afrique centrale. La commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, unique régulateur du marché de la sous-région, a émis un communiqué à cet effet le 23 octobre 2020. Très volatile, les activités crypto-actives représentent un risque pour la stabilité du marché financier sous-régional. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, tous ceux qui ont été incriminés comme opérateurs dans le secteur de la crypto-monnaie qui intervenaient dans le marché financier de l'Afrique centrale n'étaient pas des acteurs conventionnels tels que connus, tels que je viens de citer, les prestataires de services d'investissement, les teneurs de compte ou bien le dépositaire central. C'était des gens qui, à l'initiative privée, se découvraient un talent d'investisseur financier et puis intervenaient là-dedans sans que la COSUMAF, la commission de surveillance des marchés financiers, ne puisse avoir des éléments qui permettent de tenir un registre sur l'ensemble des activités que ces gens faisaient, l'ensemble des titres qu'ils avaient eu à mobiliser, l'ensemble des encaissements qu'ils avaient opérés. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, de mon point de vue, interdit cette activité avant l'entrée en vigueur d'une réglementation et tout ce qu'il y a de plus judicieux. Donc aujourd'hui, vous viendrez au Cameroun ou partout ailleurs, il y a des plaintes partout. S'il existe également une démarche qui consisterait à demander aux épargnants, aux déposants ou bien à tout autre agent économique de déposer 100 francs et qu'au bout de 3 mois, le monsieur va obtenir le double, le triple ou bien le quadruple de ce montant, sachez rapidement qu'on est en face de la pyramide de Ponzi, mal articulée, mal chevillée. En Afrique centrale, l'utilisation de la crypto-monnaie n'est pas encore encadrée. Dans ce contexte, le secteur a été investi par des pratiques malveillantes. Des cas d'arnaque ont été recensés au Cameroun notamment. La commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale avertit les auteurs de lourdes sanctions pour toute transaction de crypto-monnaie. En économie monétaire, il y a ce qu'on appelle la masse monétaire. Et pour calculer la masse monétaire d'un État, on essaye simplement de cumuler l'ensemble des signes monétaires qui ont été émis par la Banque centrale. On parlera d'abord de la monnaie métallique, c'est-à-dire les pièces de monnaie. On parlera ensuite de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque. Et enfin, on parlera de la monnaie scripturale, c'est-à-dire les chèques, par exemple. Donc, lorsqu'on a cumulé l'ensemble des signes monétaires émis par l'autorité monétaire dans un espace économique, on trouve la masse monétaire. Or, aujourd'hui, on est en train de parler de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, je la classe dans quelle catégorie? Donc, si on ne formalise pas, si on ne met pas sur pied une réglementation, si on ne met pas sur pied un certain nombre de normes pour pouvoir classifier la crypto-monnaie, il sera difficile pour un État, par exemple, de calculer la crypto-monnaie, de calculer la masse monétaire. Donc, pour moi, la crypto-monnaie vient faire diversion et augmenter artificiellement la masse monétaire en circulation dans un espace économique. Et si on reste dans le cas de l'Afrique centrale, donc, on vous demanderait de calculer la masse monétaire en circulation dans les 6 États de l'Afrique centrale. Cela serait difficile parce que vous aurez additionné la monnaie métallique. En 2018, les transactions financières électroniques se sont élevées à plus de 12 milliards d'euros en Afrique centrale. Ces échanges ont été constitués à 90% par le mobile money. Ce segment est d'ailleurs le seul qui bénéficie actuellement d'un encadrement juridique strict dans la sous-région. Dans le cadre d'un plan de relance économique indispensable pour faire face à la crise économique aggravée par l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement camerounais annonce qu'un plan triennal est en gestation. Milfred Yamouf. Au Cameroun, les autorités préparent un plan triennal de relance économique post-Covid-19. Dans le cadre de la 11e édition du Cameroun Business Forum, tenue le 22 octobre 2020, le gouvernement camerounais, en coopération avec les acteurs du secteur privé, a élaboré ce plan de relance économique qui vise à renforcer la résilience du pays face aux chocs futurs. Nos politiques publiques doivent davantage placer le capital humain au centre des préoccupations en matière de santé, d'éducation, de formation
et d'insertion professionnelle dans un monde en proie à des changements rapides et aux exigences en matière de compétences plus élevées et dans l'optique de préserver les emplois. Le deuxième axe, les investissements dans le numérique, l'énergie et les infrastructures routières sont indispensables à l'avènement d'une économie compétitive adossée à une administrative davantage productive. Selon les autorités, ce plan sera mis en œuvre dès 2021. Il s'agit d'un soutien accru à la production et la consommation agricole des produits de grande consommation, notamment le maïs, le soja, le mil, le poisson, l'huile raffinée, ainsi que de la mise en place d'un dispositif adapté au financement des entreprises pour faciliter l'accès au financement pendant la période post-Covid-19. Les différentes articulations qu'elles contiennent cadre avec les préoccupations récurrentes formulées par le monde des affaires. Il est question de rehausser le niveau d'attractivité de notre environnement en conduisant efficacement les réformes engagées. Le gouvernement camerounais mise également sur le renforcement du dynamisme des secteurs porteurs de la croissance économique du pays. Ceci dans le but de satisfaire la demande locale et de conquérir le marché international. Selon les données gouvernementales, 97% des entreprises camerounaises ont été impactées par la pandémie de Covid-19, d'où la nécessité de réaliser un tel projet. Après avoir fermé ses frontières aux voyageurs étrangers le 18 mars, le gouvernement mauricien a annoncé fin août un plan de réouverture progressif du pays. 3 mois plus tard, le gouvernement poursuit sa politique afin de relancer ce secteur vital pour cette île de l'océan Indien. Alors, avec quel dispositif? Élément de réponse dans ce sujet préparé par Siam Le Victoria Senji. À Maurice, un visa premium valable pour une année a été introduit par l'Office du tourisme. Les autorités veulent à travers ce nouveau dispositif aider le secteur touristique à repartir de plus belle. La liste des visiteurs éligibles à ce visa premium comprend les touristes réguliers qui avaient prévu avant la pandémie de Covid-19 de prendre leur retraite et de migrer à Maurice, mais également les retraités, les investisseurs et professionnels qui souhaitent s'installer avec leur famille et travailler à distance depuis l'État insulaire. À partir du moment où, à cause du coronavirus et de la marée noire, les touristes ne peuvent plus aller à Maurice de manière permanente, les autorités ont donc eu raison de mettre en place un processus incitatif. Que l'île Maurice a besoin des devises de ces touristes-là afin de pouvoir financer son économie. Et donc, c'est tout à fait normal, pour le type de touristes que l'île Maurice cherche, c'est normal qu'ils mettent une barrière quant à la qualité de ceux qui pourront avoir le visa. Les visiteurs ayant des enfants qui étudient sur le territoire mauricien sont aussi éligibles au visa premium. En revanche, le lieu d'affaires et la source de revenus du visiteur doivent se trouver et provenir de l'extérieur du pays. Les détenteurs de ce visa ne sont donc pas éligibles à l'emploi sur le marché local. Et l'île Maurice est en train de proposer une destination de retraite, c'est-à-dire qu'il permettra à des gens qui ont des revenus de s'évader dans une zone où les taux de coronavirus entre guillemets ne sont pas très élevés et où ils peuvent venir s'installer et vivre leur retraite sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Depuis juin 2020, l'île n'a enregistré aucun nouveau cas de Covid-19. L'exécutif mauricien se réjouit. Tout de même, Maurice reste en alerte et les mesures se renforcent. Le visa premium devrait attirer une multitude d'investisseurs pour une relance imminente du tourisme, réelle source d'entrée de devises. Le secteur contribue à hauteur de 8,2% du produit intérieur brut et emploie 125 000 personnes. Mais depuis la mi-mars, l'arrêt des vols a entraîné un déficit de 15 milliards de roupies dans le secteur. Dans l'actualité également, le procès des attentats de Bamako. Les 3 accusés écopent de la peine capitale. Le verdict a été rendu ce mercredi par la Cour d'assises antiterroriste après 2 jours d'un procès placé sous haute sécurité. Les attentats de l'hôtel Radisson Blu et du bar-restaurant La Terrasse ont été perpétrés dans la capitale malienne le 20 novembre 2015. Les 2 attaques ont coûté la vie à 25 personnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.